What's up tout le monde et bienvenue sur un autre épisode du MVP Performance Podcast. Aujourd'hui sur l'épisode. La saison est sur le point de commencer. La saison est sur le point de kick-off partout au Québec. Puis, alors que tout le monde est focus sur le kick-off, moi je te parle déjà de ce que tu dois faire pour performer jusqu'au play-off et jusqu'à la fin de la saison. Donc, on va parler d'entraînement et on va parler de qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de lift, tu arrêtes de sprint, en dehors de tes pratiques et tes games pour ta force, ta puissance, ta vitesse, ton fitness. Stay tuned parce que je te donne aussi les clés que tu as besoin de suivre pour maintenir tout ça. Alright, la saison de foot a commencé ou commence pour plusieurs, que ce soit pre-season ou la saison régulière, dépendamment de la ligue dans laquelle les gars jouent, man. Puis, l'une des premières choses, des questions qui commencent à revenir là, puis des questionnements qu'on voit, c'est de quelle façon tu t'entraînes, comment est-ce que tu maintiens, est-ce que tu gagnes season. Puis on sait qu'en début de saison, il y a bien des gars qui là sont motivés, puis as the year goes, ben l'école commence à prendre le dessus, puis le training prend le côté pour plusieurs. Aujourd'hui, Bam, on veut parler de day training in season. Comment est-ce qu'on prévient le day training, puis comment on garde ça facile puis actionable pour les gars de prévenir le désentraînement en gros in season puis continuer de performer à travers l'année. Fait que je te laisse peut-être nous expliquer les effets du désentraînement, combien de temps ça peut prendre, où est-ce que tu veux diriger par rapport à ça. Yep. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si toi, Matt, t'arrêtes de lift là, ça va prendre peut-être 2 semaines, peut-être 3, peut-être 4, avant que tu commences à sentir les effets de detraining. Qu'est-ce que je veux dire par detraining? C'est une diminution de ta performance quand on parle de force, une diminution de force ou une diminution de puissance à tes trainings. Fait que, mettons, tu arrêtes de faire ton... Qu'est-ce que tu fais comme lift de ce temps-ci, mettons? Ben là, je viens tout juste de recommencer là, parce que le 3 semaines où j'étais en vacances, ça a été super slow. Tu sais, j'ai fait comme 3 lifts, mais à peine dans le gym. Puis là, l'objectif de ces lifts-là, c'est là, j'ai accès à un gym, je vais faire quelque chose pour prévenir le désentraînement parce que je me disais, bon, mais j'ai un vrai 3 à 4 semaines sans vraiment lift. Tu sais, j'étais comme, je vais Yeah. aller faire quelque chose, stimuler ma force un petit peu, prendre un peu de rep, feel good à ce niveau-là. Je viens tout juste de me remettre à train, puis là, je fais 2 full body, puis un upper body, en plus de mes 5 courses, puis de mon hockey à tous les semaines. Fait que, OK. Puis, mais mettons un mouvement précis, là. je suis le back squat. Alright. So, toi, Marc, ça faisait 3 semaines que tu n'avais pas fait de back squat, par exemple. Ben, on voit que entre 2 et 4 semaines, tu es comme on the verge de, OK, tu commences à perdre vraiment de la force et à être moins fort sur le back squat. Ouais. Assurément, si ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu n'as pas lift, ça c'était en voyage, ton back squat va feel moins good. Peut-être que tu n'auras pas perdu de force, mais assurément qu'à 5 ou 6 semaines, là, je te garantis que tu as commencé à perdre de la force. OK? Ouais. Ben, fait que si toi tu te dis, hey, la saison de foot commence, je vais prioriser mes pratiques, je vais prioriser ma performance sur le field, tu arrêtes complètement le lift, il y a 2 dangers. Numéro 1, tu vas perdre la force, tu vas diminuer ton potentiel athlétique, ton potentiel de performance sur le field. Et numéro 2, quand tu vas te rendre compte de ça, tu vas te dire, OK, là, il faut que je recommence à lift un petit peu. Tu vas écouter le MVP Performance Podcast qui dit de continuer de lift in season. Il va être rendu au week 6. Tu vas aller hit ton back squat. Tu vas essayer de hit les mêmes weights que tu faisais avant. Tu ne seras pas capable. Et tu vas être sore. C'est fou, ça. Parce que, tu vois, ouais. là, exactement, c'est la première fois hier que j'ai back squat en, je sais pas, 4 semaines, on va dire, là. Puis je suis fucking sore. Puis, ouais. j'ai été chanceux de manquer de temps. Ou tu sais, j'ai pas prévu assez de temps dans mon training, fait que j'ai fait moins de séries que prévu. Puis là, je suis comme, ben, une chance parce que j'aurais payé, là. J'aurais vraiment payé. Ouais, puis comme, c'est pas long, là. Tu viens de le dire, là. 3 semaines à pas lift, et tu recommences à lift, puis boum, t'es vraiment sore. Fait que comme, Ouais. on a parlé de Training Camp Lift dans les dernières semaines, je l'ai parlé sur Instagram aussi, puis une des grosses raisons pourquoi je recommande de continuer de lift durant ton Training Camp, au-delà de, oui, maintenir ta force, maintenir ta puissance, c'est lorsque tu vas vouloir continuer de lift in season, si tu as pris un break de 2-3 semaines, tu vas être sore, puis tu vas payer à quelque part dans une pratique, tu vas payer à quelque part dans une game. So, tu veux
minimiser les effets de detraining. Puis 2, ben, quand tu vas recommencer à lift, quand ça va être le temps de lift, tu veux pas être sore. Comme the name of the game, en entraînement in-season, puis en entraînement de training camp, quand on parle de lift, c'est d'éviter d'être sore. C'est la pire sensation de walk-in dans une pratique, d'avoir déjà les jambes défoncées avant même que tu aies commencé ton walk. C'est le pire feeling. Tu veux surtout pas avoir ce feeling-là quand tu commences une game, là. Non, 100%. Puis l'autre chose, c'est un peu un cercle vicieux de si ça t'arrive, week 4, 5, 6, tu hit le gym, t'es sore, ben ça te tentera pas d'y retourner puis de feel ça le jeudi ou le même on game day, d'être traqué game day. Ça fait que ça part vraiment là dès que la saison commence pour ne pas avoir à vivre ça. À la limite, quelqu'un qui n'aurait pas lift 2 semaines pendant le training camp, là, c'est le temps de get back to it pour s'assurer de prévenir ça down the line, right? Yep. Comme, il y a certains gars que je coach que, OK, le training camp qui est loadé. Ils ont 2 pratiques par jour, ils ont ci, ils ont ça. Et le training camp dure 10 jours. Comme, hey, tu sais quoi, pendant 10 jours, lift pas. Ça va juste rajouter, si tu lifts, ça va juste rajouter de la fatigue qui n'est pas nécessaire. Tu vas déjà être assez brûlé de même. Mais quand le training camp est fini, tu arrives dans ton horaire normal in-season de 3 pratiques par semaine-ish, là, on va recommencer à lift puis rapidement pour éviter justement que tu sois sore, que tu sois plus habitué à tes trains. Est-ce que tu prends toujours en considération, tu penses qu'un gars devrait toujours prendre en considération aussi la semaine avant le camp? Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs équipes que la semaine avant le camp sont off. Fait que là, t'es off une semaine avant le camp. Après, tu as 1 ou 2 semaines off de training camp, ben tu es déjà rendu à 3 voire 4 quand tu frappes le Yeah. gym. Ça va vite, ça va vraiment vite. C'est du cas par cas rendu là, puis c'est une grosse gestion d'horaire, puis il faut avoir un peu une vue d'ensemble de ce qui s'en vient, puis d'avance. Mais il y a des gars que je leur donne pas exactement 1 semaine, 10 jours de break avant le training camp, entre autres à cause de ça. Mais Ok. au lieu de donner 10 jours de break, on va prendre 1 semaine, 2 semaines, on va réduire énormément le volume d'entraînement. On va faire, si on veut, un genre de deload, mais on va garder un peu de stimulation quand même dans le gym, sur le field, pour justement éviter tout ce qu'on vient de parler, là. Puis à partir de là, peut-être avant de parler de différentes qualités, combien de temps ça Yeah. prend, puis les effets que ça a, ben, en fait, c'est peut-être là que je m'en irais parce que ce que je voulais te demander, c'est quel impact ça a d'être désentraîné pendant la saison. Tu sais, souvent, moi, on me pose la question, puis une des choses que je dis, ben, il y a un impact sur les performances. Des fois, moi, je suis porté à aller parler aussi de l'an prochain, tu pars de vraiment loin aussi ton off-season si tu pars dans un état vraiment désentraîné versus quelqu'un qui se sera entraîné toute l'année. Mais réellement, là, sur les performances, de quelle façon est-ce qu'on voit ces effets-là sur le terrain? La première chose, c'est que ça va augmenter ton risque de blessure si tu arrêtes de t'entraîner. À partir du moment que tu diminues tes niveaux de force, que tu es moins puissant, tu as un moins bon fitness, la qualité de tes mouvements sur le field diminue. Puis on parle de risque. Tu sais, je veux dire, c'est pas drastique, tu arrêtes de te lift, c'est sûr que tu te claques. Mais si tu arrêtes de lift, si tu arrêtes de sprint, ben, tu es moins préparé pour les demandes semaine après semaine de ta game. Parce que l'histoire, puis qu'est-ce qui est hyper important de comprendre, c'est que ta semaine de pratique, tes games, ne te donnent pas les stimulations nécessaires pour te garder on top de ta forme athlétique et pour prévenir les blessures. Les stimulations que tu vas aller chercher dans le gym sont différentes que celles que tu vas chercher en pratique et en game. L'idée, c'est de complémenter ce que tu fais sur le field. Parce que, je veux dire, même si tu tackles, même si tu pushes en O-line, même si tu es un running back qui se défait d'un tackle, mais c'est pas suffisant pour maintenir ta force max ni ta puissance max. Mais à l'inverse, si tu maintiens ta force max et ta puissance max, ben, ces actions-là risquent d'être de meilleure qualité ou plus fortes ou plus puissantes. C'est comme si un buildait la base pour avoir des meilleurs mouvements sportifs, tackle, whatever, tout ce que je viens de dire, mais de tackle, etc., c'est pas suffisant pour maintenir ta base. Je comprends.
Puis à partir de là, probablement que plus la saison avance, plus on voit un certain edge qui se crée, une certaine différence qui vient se créer entre certains gars qui le maintiennent puis d'autres Ouais. qui le maintiennent pas. Que ce Ben, soit de la vitesse à laquelle il arrive à descendre du kick-off à plein d'autres choses. Puis à partir de là, ben, c'est dur de dire c'est parce que lui, il lift et lui, il lift pas. Je veux dire, c'est pas nécessairement juste ça. Le football, c'est plus grand que ça, mais ouais, absolument. c'est- Absolument. Je veux dire, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de ton bord. Mais après ça, même si tu mets toutes les chances de ton bord, tu fais tout de bien, ça se peut que ta performance diminue quand même semaine après semaine, ça se peut que tu te blesses pareil, puis à l'inverse, il y a des gars de NFL, là, ils s'étaient jamais entraînés de leur vie. Je pense que ça arrive de moins en moins, là, mais il y a des gars NFL, ils s'entraînent pas. c'est malade, ça. Quand c'est off-season, ils font juste chiller, man. Ils font du boat, ils font du yacht. Il arrive une season, c'est alright, bon, so hard season. Man, ça marche. Mais ça veut pas dire de faire comme eux. Ouais, c'est ça la solution pour la majorité des mortels. Tu sais, pour les So, moldus comme nous, c'est pas, tu peux pas te permettre ça, là. hey, écoute, peut-être, tu sais, puis rendu à ce niveau-là, c'est tellement dur de dire, hey, si man, tel joueur aurait le lift, continuerait de lift, alors il serait meilleur, il serait plus explosif. Je veux dire, il est déjà au top du top, man. Rendu là, peux-tu vraiment comme dire que moi, tu aurais le MVP Performance Podcast, je veux dire à tel qu'il aurait dû le lift et qu'il aurait été meilleur? Je pense pas, man. Je pense pas. So, Anyways, je veux qu'on revienne à notre sujet, puis c'est intéressant que tu parles du début puis de la fin de la scène, parce qu'il y a un timeline, puis ce que tu vas faire va affecter la vitesse à laquelle tes qualités vont se dégrader. Donc, si par exemple, on parle de t'arrêtes complètement de lift, t'arrêtes complètement de sprint, et t'arrêtes aussi tes pratiques, tes games, ce qui n'est pas le cas pour un joueur de foot, ben l'effet des trainings va être très, très, très rapide. Euh, Quand on parle de force, par exemple, en dedans de 2 semaines, tu peux commencer à perdre la force déjà. si t'es sédentaire ou puis tu t'arrêtes le training, les pratiques, tout ça, ou juste en général dans n'importe quelle situation. Si tu arrêtes de lift, Ok. si tu Fait arrêtes que de c'est lift, normal puis que yeah, après 14 jours sans t'entraîner, tu rentres dans le gym et les poids filent plus lourd. feel plus lourd, exactement. Même chose pour la puissance, même chose pour le speed, même chose pour la plupart de tes qualités athlétiques. Fait comme ça, je pense pas que c'est intéressant que je te dise, OK, pour le speed, c'est 14 à 21 jours, whatever. Garde en tête qu'à partir de 2 semaines, commence à penser à faire quelque chose parce que là, ça commence à être. Mais ces charts-là sont super populaires sur IG, là. Les charts de 14 à 21 jours, c'est Ils sont fucking populaire. hyper populaires. Ils sont hyper populaires, mais comme, je veux dire, je sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, là. Je suis allé en chercher moi-même, là, puis j'étais comme, après avoir cherché ces chiffres-là, de des études tirées de la littérature scientifique, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ces chiffres-là à ce temps? Et ce que je retiens de tout ça, c'est, passe pas plus que 2 semaines, 14 jours, à rien faire en termes de trade. Puis à partir de là, c'est un bon rule of thumb. Je mettrai une petite bémol au niveau du speed et agility, puis je pense qu'il va falloir en parler un peu plus parce que ce que tu fais va déterminer quelles adaptations ou comment est-ce que tu vas te développer au niveau de tes qualités athlétiques, comment est-ce que ton corps va s'adapter. Mais en période de saison, tu fais quand même une certaine quantité de sprint, tu fais quand même des changements de direction, tu fais quand même, t'as quand même une simulation au niveau de ton fitness aussi, puis ton cardio, parce que des fois le coach il snap, puis il va te faire des cassers, puis il va te faire des suicides, puis des pyramides. Fait que ça rentre dans une certaine simulation de fitness, là. J'ai déjà entendu parler d'une équipe de foot qui ont fait des gassers après une game parce que J'ai déjà entendu ça. c'est crazy. Ouais. Crazy. So, Mais 2 semaines. OK, retenez ça, yeah. guys. 2 semaines pour tout ce qui est power, strength, tout ce qui est lift related. All right? Niveau speed, ça peut aller vraiment vite aussi si tu fais rien, mais l'histoire, c'est que tu joues au foot. Fait que tu vas pratiquer puis tu vas faire T'en des fais changements de déjà un peu. direction et autres. Fait Ouais. que comme, ça va quand même t'aider à maintenir
ton speed, surtout ton accélération, surtout ta capacité à faire des changements de direction. Puis top speed, c'est là que tu as le moins d'exposure in-season et en game. C'est la qualité de vitesse qui va se détériorer le plus rapidement. Comme après ça, pour te dire qu'au début de la saison, ça se peut que tu le sentes pas. Quand tu vas arriver playoff time, fin de saison, et que tu n'auras pas entretenu ces qualités-là, je te garantis que tu es moins vite, tu es moins agile, tu es moins en forme, tu es moins explosif sur le field si tu n'as pas fait attention. Je serais curieux, man, de n'importe quelle équipe, là, tu pars, genre, tu regardes un tape sur Huddle, tu te mets un kick-off, puis tu regardes, ça prend combien de temps, mettons, tu times là, les gars de faire comme le premier 30 ou 40 verges, ou est-ce que t'es full team, tu sais, t'es dans combien de temps ça prend week 1 quand les gars sont comme peak shape versus playoff time, si réellement il y a une différence qu'on voit là, parce que probablement qu'on le voit. Probablement. Écoute, à American football, NFL, CFL ou football à 4 ou 3 essais, je connais pas d'études qui ont vraiment vérifié début de saison, fin de saison, avec des tests timés, est-ce que le 40-yard dash a descendu. Mais je sais qu'au rugby, ça a été testé, au soccer, ça a été testé. Les athlètes qui ne continuaient pas d'entraînement de vitesse perdaient de la vitesse durant la saison. Fait que, début de saison, ils cloquaient moins vite que fin de saison. Donc, on sait qu'il y a un effet. Et je veux dire, c'est des sports différents, mais c'est un contexte similaire. Là. Parce que, ouais. Puis je visualise une pratique de foot. Tu sais, même de vraies accélérations comme all out, pas tout le monde qui en fait beaucoup là, dans une de vraie pratique de foot. Il y a une grosse différence aussi en fonction de la position à laquelle tu vas jouer. Absolument. Ça aussi a été étudié beaucoup au rugby avec les wingers et les mêlées. Et ceux qui jouent aux ailes vont tendre à garder leur vitesse un peu plus longtemps durant la saison parce qu'ils vont faire des actions généralement un peu plus longues. Ils vont solliciter un peu plus de top speed. Fait que tes linemen, si tu veux rester explosif, si tu veux être capable de sortir rapidement sur un trap, un pull, si tu veux être capable de descendre downfield sur un screen ou un outside zone, ta vitesse va se détériorer bien plus vite que le defensive back ou le wide. 100%. Bon. Maintenant, ça a été mis sur la table. Oh, OK, coach Marc, coach Bam, comment je fais pour maintenir ça? Comment je fais pour maintenir ma force, ma puissance, réduire mon risque de me claquer sur le field? Comment je maintiens mon speed? Aujourd'hui, sans nécessairement donner un playbook complet sur le sujet, je vais juste donner des petites guidelines par rapport au nombre de séries, au nombre de reps, combien d'exercices, combien de fois par semaine, and on. Puis, on regardera une semaine type là, dans un autre épisode. Make sense? C'est ce que j'allais dire. On rentrera plus en détail aussi dans dans les prochaines semaines là, sur différents types d'entraînement et ainsi de suite. Yep, cool. Puis on remettra ça ensemble. Mais comme là, j'ai séparé ça en 3 sections, donc strength, power et speed. Parce que c'est un peu différemment qu'on va entraîner ces choses-là. Puis si on commence au point de vue du maintien de la force. Okay? En gym, le maintien de la force se fait relativement facilement, simplement, mais il va falloir que tu aies un minimum d'effort. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenir ta force, tu as besoin d'une ou 2 séries par, si on veut, main lift. Donc, 1 ou 2 séries de peut-être 2-3 exercices de lower body par semaine pour maintenir ta force, mais il va falloir que tu ailles jouer un peu plus haut dans ton RPE, un peu plus haut dans dans ta perception de l'effort, dans ton intensité. Okay? Tu n'as pas besoin d'aller à 10 sur 10 d'effort, tu n'as pas besoin d'aller to failure, mais il faut que tu gardes l'intensité haute. C'est ça qui est hyper important si tu veux maintenir ta force. C'est fou parce que souvent quand on voit des joueurs de foot qui vont train in season, c'est comme hey, on garde ça quand même easy, on prend des weights qui sont plus light et ainsi de suite. And ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Si tu veux maintenir ta force, tu veux maintenir et par le biais même ta masse musculaire. Okay? Si tu prends des poids qui sont light et que tu les bouges vite,
peut-être que tu vas maintenir ta puissance, mais tu ne vas pas maintenir ta force max. Tu n'auras certainement pas une stimulation intéressante pour maintenir ta masse musculaire. Souvent, je m'y remets, puis je m'y relance, puis je regarde les gars, c'est plus light, c'était pas nécessairement pour aller plus vite. C'était juste confortable, c'était moins d'effort, puis je pense que pour moi, le point clé, c'est vraiment ton intention derrière ton lift, de comme mettre un effort qui est plus élevé, malgré le fait que ça risque de venir avec certains inconforts. Puis ensuite, je veux dire, c'est de trouver le mouvement qui va te donner le moins d'inconfort possible, parce qu'on le sait tous que pendant une saison, tu vas avoir mal à quelque part, puis il va falloir que tu work around it at some point. Yeah, absolument. Mais- Je veux dire, le choix d'exercice, après ça, c'est ce qui va t'accommoder le mieux possible. Puis that's it, là. Fait que si toi, tu veux travailler au bench, dumbbell press, push-up, whatever, ou machine press, ça revient au même, là. Ça revient au même, sans blague. So, au niveau de la force, on parle de une à deux séries pour 2-3 exercices à main mover, si on veut. Fait que je te dirais 2-3 exercices de push, 2-3 exercices de pull, upper body, 2-3 exercices de lower body, compound lift. Tu fais une ou deux séries hard par semaine. Tu peux faire ça en un workout. Tu peux le séparer upper-lower. Et c'est assez. That's enough. Ce que j'aimerais clarifier peut-être, c'est deux choses. Un, 2-3 push, 2-3 pull, 2-3 lower body, tu me parles par semaine. Parce que je me dis, quelqu'un qui ferait 2-3 push, puis 2-3 pull, puis 2-3 lower body dans la même séance, ça peut commencer à faire beaucoup ou c'est faisable selon le contexte? Mais si on le prend au minimum, 2-2-2, bon. 2-2-2, ça se fait pas si mal. Ça se fait. 3-3-3. Mais c'est vrai que ça ferait quand même un gros workout. Personnellement, je pense que t'es mieux de séparer ton lift en minimum 2 sessions avec des focus un peu différents. Un dans le milieu de ta semaine puis un après la game. Mais peu importe. Mettons que tu sépares ça en 2 full body workouts avec un mouvement de lower body, un mouvement de push, un mouvement de pull et que tu fais 2 séries dures. Tu fais ça 2 fois dans ta semaine et en business. Et au niveau des reps, pour la force, ben, je veux dire, anywhere comme entre 6 et 12 reps, tu vas être quand même en business. Tu n'as pas nécessairement besoin de tomber dans du 2, 3, 4, 5 RM. Pas nécessairement. Ça me mène à ma prochaine question. Yep. Qui est, là tu parles de 6 à 12 reps. Ce que j'avais en tête, peut-être quand tu l'expliquais à la base, je me dis, OK, on doit parler de 3 à 6 reps, quelque chose comme ça. Dans un contexte où est-ce que je voudrais faire 6 reps, qui est le lower end de ce que tu nous as parlé là. De manière générale, si tu me dis, OK, ben, il faut que je fasse 2 sets hard de back squat à 6 reps, ben, ça va aussi me prendre une couple de sets de warm-up, right? Exactement. Yep. Ça, c'est un point important que je voulais dire aujourd'hui. Dans mes hard sets. À partir de quand je me dis, OK, ça, c'est un vrai working set, ça, c'est un warm-up set. Comment tu work around it? Parce que je me dis, si tu veux que je fasse 2 sets hard de 5 ou 6 reps sur le back squat, ben, ça va me prendre 1, 2, 3, 4 sets de warm-up peut-être pour feel good dans mon mouvement. Là. Yep. Écoute, j'ai des méthodes précises que je veux share dans l'épisode où on va parler de strength and power. OK. Mais ce que je te dis aujourd'hui, c'est utilise le reps in reserve pour te donner un gauge. Ceux qui n'ont jamais entendu parler du reps in reserve, c'est juste une façon de gager ton intensité sans utiliser des pourcentages, des calculs ou whatever que tu peux utiliser sur n'importe quel mouvement nouveau ou que tu connais déjà pour dire OK, je suis dans quelle zone d'intensité, je suis assez intense, trop intense peut-être. Parce que l'idée, c'est quand on parle de hard set, c'est pas un set failure. Hard set, ça veut dire, par exemple, si on utilise des reps in reserve, c'est finis ma série de 6, si je me dis, OK, combien de reps de plus que j'estime que j'aurais pu faire? Plus si je me dis, hey, il n'y a aucune chance que je faisais maximum une autre rep, et si c'est pas 0. Ben là, ça, c'est un vrai working set. Ça, c'est un 0 à 1 reps in reserve. C'est hard. Pour maintenir, tu veux viser un 2 reps in reserve. Fait que tu fais des séries. Ouais, c'est quand même moins. Tu sais, je veux dire, c'est hard, mais c'est pas, comme je te dis, c'est pas failure ou c'est pas proche de ton max. T'es confiant que t'as pas besoin de spotter. Exact. Si t'as besoin d'un spotter puis que t'es pas sûr, tu fais du bench puis
t'as peur de te drop la barre dans la gorge, t'as peur pour ta vie, c'est trop lourd. Et l'idée, c'est, t'es pas en mode build la force, t'es en mode je maintiens. Et le petit intensité de plus que tu vas aller chercher si tu es à 0 ou 1 reps in reserve, C'est de bouger à la barre plus vite. va te créer beaucoup plus de fatigue. Ça va être beaucoup plus dur d'en récupérer que si tu es à 2 ou 3 reps in reserve. Puis ce retour-là sur ton investissement vaut pas nécessairement la peine, surtout dans un contexte comme une season. Moi, je pense vraiment pas, là. Tu sais, je veux dire, l'idée, c'est quand même de prioriser ta performance sur le field. Cool. On move vers le power. Puis Ouais. l'idée, là, avec le power, c'est que tu peux prendre des charges plus light. Et si tu veux bouger tes charges le plus vite possible. OK? Donc, il faut que tu gardes cette intention-là. Ben, all light, je veux dire, un jump, pas de poids, va continuer de maintenir ton power et peut même le développer. Et tu peux faire un clean à 100 kg, 225 livres. Ça aussi va travailler ton power. C'est juste un time frame différent. En fonction de, OK, ben, si j'utilise plus de poids, ben, je maintiens mon power, mais c'est plus un type de power exercé sur une plus longue période de temps qui utilise plus de force. Versus un jump, là, ça te prend une fraction de seconde, mais ça va quand même développer ton power. Donc, je te dirais, au lieu de focus sur la charge que tu dois prendre, choisis des exercices qui font du sens, que tu connais, que tu as déjà utilisé pour développer ton power. Puis fais juste essayer de bouger le plus vite possible ou le plus explosif possible. Donc ça, c'est au niveau de l'intensité. Maintenant, tu as besoin d'un peu plus de volume par mouvement, avec 2 ou 3 séries, mais je veux dire, c'est quand même très, très, très light. Puis on parle de 2 ou 3 mouvements explosifs. Puis ici, l'idée, c'est d'être le plus full body workout. Donc, compound lift ou d'impliquer ton corps au complet dans ce mouvement explosif-là, puis une fois par semaine. Ou séparer, whatever, dans ta semaine. Tu veux faire, mettons, une série de box jump, 2 séries de box jump, pardon, suivi de 2 séries de jump avec, squat jump avec une barre sur ton dos, avec un peu de poids. Puis, that's it. Ça va être suffisant pour maintenir ton power au travers de la saison. Cool. Au niveau des reps, ben, quand on parle de power, l'idée c'est du moment que ta vitesse diminue, tu n'es plus vraiment dans le power. Donc, généralement, on parle de 3 à 6 reps. Ça dépend du mouvement encore. Oui, exact. Là, ça me fait penser l'épisode qu'on avait fait quand les deux, on s'entraînait au Elite puis on faisait du VBT, de comme, OK, là, on track la vélocité de la barre. Puis... Yep. C'est excellent moyen d'avoir un feedback externe pour te faire focus sur le power. OK. Cool. Fait que that's it for power. Strength and power. Yep. Cool. Next step. All right. Vas-y. Speed. On parle de speed. On fait ça en 1 minute et demie parce que je veux qu'on passe un épisode complet pour parler de ça. Parce que c'est, selon moi, le maintien du top. Speed in season chez les joueurs de foot, c'est une des choses les plus underrated in season. On n'en parle pas, ou on l'évite, ou on a peur de sprint à haute intensité in season. En tant que joueur, j'ai vu très rarement des joueurs qui l'entraînent. Les gars ont peur de se faire mal en faisant ces sprints-là, en faisant ces trainings-là, mais next thing you know, ils vont descendre sur un kick-off sur 60 verges full pin, vont se faire bomb d'un côté, puis ils vont finir avec un tackle. Ça. Yeah, 100%. Puis là, ils n'auront pas peur de se blesser, par contre. Mais ils vont avoir peur de courir des 40-yard dash. Puis ils vont avoir peur de se claquer en faisant leur 40-yard dash. Ouais. Comment on fait ça dans ce cas-là? Très, très, très rapidement. OK, je te donne les chiffres, puis on en reparle une autre fois. Mais les chiffres, ils proviennent d'une étude sur les sprinters compétitifs, avec eux qui courent track, eux qui font du track. Donc, c'est un peu différent au niveau des temps d'effort. Mais une histoire de 1 à 2 séries, de 2 à 4
types de sprint ou de speed drills différents seraient en masse une fois par semaine pour maintenir ton top speed. Fait qu'une bonne session bien construite, là, qui dure 1 heure max, gros max, c'est bien en masse pour maintenir ton top speed et tes qualités d'accélération. Donc, tu vois, c'est plus que je pensais. Ben, concrètement, ça pourrait être, on y va au minimum. On fait 2 séries, OK, on va dire 2 drills, si on veut. Ton drill numéro 1 serait des flying 10. Ouais. Donc, c'est un type de mouvement de sprint où est-ce que tu prends 20-30 verges de l'élan pour courir le plus vite possible seulement sur 10 verges. Ouais. Fait que tu fais 2 reps de ça. Tu termines avec 2 40-yard dash. Ta session est good. C'est pas tant. Ça se fait vite, puis ça, la façon dont je le vois, c'est que moi, je paierais ça à un moment où je suis déjà au warm-up, que j'ai pas besoin de prendre le temps de m'échauffer, prendre 15-20 minutes pour un effort aussi élevé pour m'échauffer. Fait que dans un contexte de pratique, d'un autre entraînement sur le field, je suis déjà warm, I plug this in, puis c'est fait. Yep, exactement. Fait on va voir comment moi je vous propose de le faire. Puis une dernière petite note, c'est au niveau du fitness, capacité aérobie, capacité anaérobique, whatever. Donc conditioning, si on veut. C'est une des qualités qu'on retient le plus, si on veut. OK? Ça prend un peu plus de temps que les qualités de force et de puissance à dégrader. Mais c'est une des qualités aussi qui prend un peu plus ça prend un peu plus de temps. Je veux bien m'exprimer, là, mais c'est une des qualités que tu retiens le plus longtemps et c'est une des qualités que tu n'as pas besoin de mettre. C'est la qualité que tu as besoin de mettre le moins de temps si on veut pour la maintenir. Fait que, c'est une question de tu peux terminer tes pratiques avec 1 fois par semaine, 2 fois par semaine avec 5-10 minutes, un finisher qui va aller stimuler ton système cardiovasculaire. Tu vas retenir tes adaptations qui vont t'offrir durant ta semaine. Je veux pas. Il y a probablement des équipes qui sont capables de l'intégrer dans une pratique, dans certaines drills de foot, dans certaines drills de special team, d'intégrer ce conditioning-là, ou ça vient difficile? Ben, ça dépend un peu de la perspective des coachs, là, parce que tu peux l'intégrer dans une pratique avec des high tempo, puis du no huddle, et oui, tu vas avoir une certaine stimulation. Mais si ton équipe est plus genre à avoir des pratiques avec un slow tempo, que tu resets à chaque rep, que tu as beaucoup de coaching points, là, c'est sûr que tu n'auras pas une stimulation suffisante. Mais comme il y a bien des équipes qui, ça, je sais pas pourquoi, ils vont mettre l'emphase là-dessus, puis il va y avoir du cardio à la fin de chaque pratique. Si tu fais ça déjà avec ton équipe, tu vas être en shape jusqu'à la fin de l'année. Mais je veux pas aller trop deep là-dedans parce qu'il y a plusieurs filières par rapport au conditioning. Ouais. OK. Cool. Puis après ça, la façon dont je vois le conditioning pour certains joueurs dans une équipe, ben game time, tu développes un certain conditioning. Je suis vraiment en defense où est-ce que tu me donnes une drive de 10 jeux, puis un punt ou un punt return ou peu importe. Je me dis, je développe un peu ce conditioning-là, si on veut, ou une filière de ce conditioning-là. Mais ça affecte juste tes gars qui sont sur le terrain pour 10 jeux, puis les autres, pas du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on va parler, c'est sûr, mais le volume de reps que tu prends en pratique, que tu prends en game, devrait vraiment affecter ta semaine de training. Les gars que je coach qui sont redshirt, OK, third string quarterback, première année universitaire versus un starter running back, c'est sûr que la semaine de training est complètement différente. C'est pas le même nombre de reps qu'ils vont prendre. Ton quarterback, il bouge presque pas en pratique. Ton running back, il va prendre des hits. Exact. C'est ce QB-là qui joue pas peut être en phase de il peut progresser une saison. Oh oui, vraiment. All right. So, that's it pour aujourd'hui. That's it. That's a wrap. Bye. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Et puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube.
Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review et sans dire un mot.